D'après la légende, le roi Minos demanda à Poséidon un taureau comme signe d'approbation, jurant de le sacrifier en l'honneur du dieu. Mais quand Poséidon eut exaucé le souhait de Minos, celui-ci épargna la bête, captivé par sa beauté et sa puissance. Les dieux punirent Minos, forçant sa femme Pasiphaé à désirer le taureau. Le résultat de ces amours fut un enfant qu'on appela bientôt le Minotaure, créature mi-humaine, mi-taureau. Quand le Minotaure grandit, il devint incontrôlable, se nourrissant de chair humaine. Minos le fit enfermer dans un labyrinthe immense, construit par Dédale. Minos, qui faisait alors la guerre aux Athéniens, crut qu'il pouvait utiliser le Minotaure comme un outil de punition contre ses ennemis. Les Athéniens vaincus, il leur imposa d'envoyer chaque année 7 garçons et 7 jeunes filles pour être dévorés par le Minotaure. La paix crétoise régnerait, tant qu'Athènes sacrifierait ses meilleurs enfants pour nourrir le Minotaure. La Crète était alors l'hégémon régnant sur les mers, et les faibles devaient lui faire leur soumission. Le roi d'Athènes, Égée, fut cependant convaincu par son fils, Thésée, de l'envoyer vaincre le Minotaure. Se cachant parmi les sacrifiés, il pénétra dans le labyrinthe et, avec la fille de Minos, Ariane, qui était tombée amoureuse de lui, il parvint à vaincre le Minotaure et à mettre fin au sacrifice qui frappait les Grecs. Mais en revenant chez lui à Athènes, Thésée, qui avait convenu avec son père qu'il mettrait des voiles blanches à son bateau en signe de victoire, possédé par la joie et l'hubris de sa victoire, oublia sa promesse. Il laissa les voiles noires à son bateau, et quand Égée vit entrer la nef dans la rade du Pirée, il se jeta de désespoir dans la mer, qui porte encore, aujourd'hui, son nom. The worst day on Wall Street since the crash of 1987. The Dow traders are standing there watching in amazement, and I don't blame them. We're now down 43%. Almost everything there completely wiped out. And the NASDAQ, everything and more has been completely wiped out. Let's talk about the speed with which we are watching this market deteriorate. En 2008, les marchés financiers puis l'ensemble de l'économie mondiale se sont écroulés. Yanis Varoufakis décrit dans son livre « Le Minotaure planétaire » ce moment comme un moment d'aporie, littéralement un instant où le temps étant suspendu, nous sommes en état de stupéfaction. Comment des légions d'économistes et de financiers, possédant les plus larges ressources éducatives et financières du monde, n'avaient pu prévoir cette chute? Comment se laissèrent-ils prendre ainsi par surprise? Comme dans toute tragédie grecque, il n'était pas ici question d'être bon ou mauvais, mais d'être touché par le destin. Un destin programmé de longue date, et donc bien avant la naissance des protagonistes. At Dumbarton Oaks, near Washington, in August 1944, a conference took place among the 4 major allies of the Second World War. Purpose of their meeting was to prepare for submission to all the United Nations a tentative plan for the future maintenance of peace. And from these discussions, there has emerged a blueprint for a new international organization, based this time not only on ideals, but on the sober realities that lie ahead. But experts say that such a plan could never succeed until the people's power to purchase food
is everywhere increased. They emphasize that certain countries, especially in the New World, will soon be seeking markets for the new products of their wartime factories, that there will be big reserves of manpower for whom employment must be found. At the same time, other lands in Europe and in Asia will stand in dire need of machinery for reconstruction and might even be unable to secure it because they lack the ready funds to pay. At the Bretton Woods Monetary Conference, economists met from all over the world to find ways of bringing buyers and sellers together in the post-war years. Outcome of their discussions was a plan for an international bank to which each nation will contribute according to its wealth and from which each may borrow a limited amount. By this means, nations impoverished by war will be able to order what they need, knowing that a common pool of credit is behind them. Knowing, too, that their orders will help create employment in those countries now in a position to produce and sell. So as the nations face the labors of the days ahead, they are seeking to share a common purpose in the peace, even as they share the common perils of the war, seeking to create for mankind everywhere that measure of material plenty without which none can live today in lasting friendship with his fellows. Ayant réalisé que le capitalisme avait failli disparaître en 1929, et l'instabilité qui avait succédé à la crise ayant entraîné tant de désordre et de chaos, les participants s'accordèrent pour créer des institutions mondiales. La Banque mondiale et le FMI, chargés de s'assurer que l'histoire ne se répéterait pas, ainsi que de fixer des règles du système monétaire. Le système qui allait se mettre en place à Bretton Woods devait justement permettre de mettre fin à la série de cycles détectés par Schumpeter qui risquaient de provoquer la crise du capitalisme telle que décrite par Marx. Le dollar était indexé sur l'or à hauteur de 35 $ l'once et toutes les autres monnaies étaient convertibles en dollars à quasi parité. John Maynard Keynes avança une proposition radicale de monnaie mondiale adossée à un mécanisme permettant de s'assurer la redistribution automatique des surplus de capitaux sous forme d'investissement dans les pays les moins développés. Pourtant, ce fut la vision des Américains et de leur secrétaire au Trésor, Harry Dexter White, qui prévalut. Cet homme avait travaillé avec Roosevelt et donc avait été témoin de la crise de 1929 et de la politique mise en œuvre par le New Deal. White voulait installer le dollar comme monnaie de référence, s'assurer que le FMI et la Banque mondiale seraient sous contrôle américain et ne voulut surtout pas du mécanisme de Keynes de redistribution automatique des surplus de capitaux. En réalité, les Américains souhaitaient pouvoir diriger les surplus comme ils le souhaitaient. À ce moment-là, en effet, la très grande majorité de ces surplus étaient produits par l'économie américaine, et donc ils souhaitaient pouvoir les utiliser en fonction de leurs propres intérêts politiques. Au prix d'une croissance limitée, mais maîtrisée, les Américains financèrent la reconstruction du monde occidental après la guerre. Que cela soit à travers le plan Marshall qui bénéficia à l'Europe, et en particulier à l'Allemagne, ou au plan MacArthur pour le Japon, qui permit de redresser les anciens antagonistes. Ce choix permit d'éviter les erreurs du traité de Versailles en 1919 qui avait grandement contribué à générer le second conflit mondial. Les Américains pensaient ainsi créer des marchés qui pourraient absorber plus tard une partie de leur production, la prospérité mutuelle devant assurer la paix, elle-même garantie par l'hégémon militaire américain. Ce système remarquable déboucha sur ce qu'on appelle aujourd'hui les 30 Glorieuses, ou ce que Varoufakis appelle pour sa part la grande prospérité. Partout en Occident, l'éducation et le travail permirent à des millions de personnes d'accéder à une société de consommation de masse, assurant un niveau de vie décent à tous, des droits sociaux, etc. Ce modèle, inspiré par celui d'Henry Ford, qui payait mieux ses ouvriers avec l'idée qu'ils achèteraient ses produits, permettait à l'offre de trouver sa demande. Dans un cycle extraordinaire de prospérité, les démocraties sociales prospérèrent comme jamais. Mais le système du plan global, comme le nomme Yanis Varoufakis,
était double. D'une part, les Américains pensaient pouvoir gérer le déséquilibre du commerce mondial sans le mécanisme de Keynes, et d'autre part, la conservation de l'étalon or, conservé arbitrairement comme valeur de référence en 1945. Les fluctuations économiques avaient cependant bouleversé l'économie mondiale et les Américains n'étaient plus en situation d'hégémon dès les années 60. Le yen et le Deutschmark notamment devenaient de sérieux concurrents au dollar, en même temps que se creusaient les déficits américains, aussi bien commerciaux que budgétaires. Les États-Unis avaient cru que leur plan leur permettrait d'être une nation en perpétuel surplus, dont ils distribueraient les excédents selon leurs besoins politiques. Or ils se trompaient. Largement engagés au Vietnam, les États-Unis durent y engager des sommes considérables, causant un déficit public qui n'a jamais cessé de se creuser depuis, tandis que le conflit profitait au reste de l'Asie du Sud-Est. Les dettes des États-Unis dépassaient désormais de très loin la quantité d'or qu'ils détenaient, menaçant tout le système. L'inflation devint rampante dans toutes les économies développées, comme si déversaient les milliards de dollars de dettes contractées par les Américains. Inquiets, la France et le Royaume-Uni exigèrent la conversion de leur dollar en or, comme cela a été prévu par les accords de Bretton Woods. En 1971, plutôt que de convoquer un nouveau Bretton Woods, Nixon sonna la fin de la grande prospérité et signa l'acte de naissance du Minotaure global. At the end of World War II, the economies of the major industrial nations of Europe and Asia were shattered. To help them get on their feet and to protect their freedom, the United States has provided, over the past 25 years, $143 billion in foreign aid. That was the right thing for us to do. Today, largely with our help, they have regained their vitality. They have become our strong competitors, and we welcome their success. But now that other nations are economically strong, the time has come for them to bear their fair share of the burden of defending freedom around the world. The time has come for exchange rates to be set straight and for the major nations to compete as equals. There is no longer any need for the United States to compete with one hand tied behind her back. The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. Si cette mesure mit fin très brièvement à l'inflation qui frappait alors les États-Unis et assura la réélection de Nixon, elle eut cependant pour conséquence de donner au système financier mondial carte blanche pour spéculer. Concrètement, dorénavant, les taux de change des monnaies étaient flottants, c'est-à-dire que toutes les monnaies étaient concurrentes et les États étaient souverains pour dévaluer leur monnaie et en créer des quantités illimitées. Si on avait voulu lancer la grande course à la spéculation financière, on n'aurait pas fait autrement. Le prix de l'or s'envola, l'inflation grimpa, le chômage explosa, les prix des matières premières et énergétiques crurent à leur tour, provoquant ce qu'on appelle les chocs pétroliers. Afin de financer leur déficit, les États-Unis devaient impérativement trouver un mécanisme pour s'assurer que des quantités constantes d'investissements et de capitaux se déversaient chez eux. En poussant les prix des matières premières dont l'achat se faisait en dollars, ils pénalisèrent la production de leurs concurrents en faisant monter les coûts, tandis qu'à domicile, les États-Unis compressaient les salaires de leurs citoyens. Ce qui fait qu'aujourd'hui l'Américain moyenne gagne la même chose, voire moins, qu'en 1970, malgré un doublement de la productivité et plus que doublement de la richesse du pays. Ils ajustèrent également leurs taux d'intérêt en les augmentant pour attirer les pétrodollars et les profits des compagnies liées au complexe des hydrocarbures. Ces deux politiques attirèrent les capitaux comme des mouches aux États-Unis, recyclant ainsi les surplus mondiaux pour financer à la fois le déficit commercial américain, mais aussi leur dette publique. L'économie mondiale était désormais plongée dans un état chaotique, mais un chaos canalisé, car les flux financiers revenaient inéluctablement vers les États-Unis.
Cela leur permettait de dominer économiquement, non pas en dépit, mais grâce à leur déficit. Voici le labyrinthe où siège le nouveau Minotaure. Le roi Minos imposait aux Athéniens un tribut par la force, les États-Unis, eux, obtenaient et obtiennent toujours ce tribut par le consentement, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le dollar est la monnaie de réserve dominante. Utilisé dans tous les achats de matières premières et d'énergie, le dollar est aussi la monnaie de refuge pour tous les capitaux du monde qui craignent le risque. Acheter des dollars ou de la dette américaine est toujours considéré comme le placement le plus sûr qui soit. Ironiquement, en 2008, malgré une crise touchant le système américain, c'est là que vinrent se réfugier une grande partie des capitaux mondiaux, achetant de la dette américaine et des bons du trésor américain. Deuxième point, l'augmentation des coûts énergétiques. En 1970, les États-Unis produisaient une grande partie de leur pétrole et furent donc moins touchés par le choc pétrolier. On a vu qu'ils réussirent à attirer les pétrodollars des pays de l'OPEP, et l'Allemagne et le Japon furent sévèrement touchés dans leur production, les forçant à s'adapter brutalement en innovant technologiquement. La conséquence fut que les États-Unis et le reste du monde occidental furent envahis de produits high-tech, souvent plus efficaces. Paradoxalement, les surplus que générèrent l'Allemagne et le Japon étaient trop importants et ils allèrent là aussi alimenter le déficit américain ou à Wall Street. Troisième arme de séduction du dollar, un coût du travail faible aux États-Unis. En maintenant des salaires dérisoires, les compagnies américaines ont substantiellement amélioré leurs profits dans les années 80, alors que dans le même temps la productivité doublait. En conséquence, les capitaux étrangers se déversèrent dans les grandes sociétés américaines, qui reversaient de généreuses rémunérations à leurs actionnaires, venant ainsi alimenter le Minotaure, mais aussi le niveau des inégalités. Enfin et non des moindres, la puissance géopolitique de l'hégémon. L'Amérique est la première puissance militaire mondiale et elle dépense des quantités hallucinantes d'argent pour le rester. Son complexe militaro-industriel est l'un des plus coûteux au monde et ce n'est pas un hasard. Il offre d'excellentes rémunérations aux investisseurs. De plus, en s'assurant un contrôle sous forme de protectorat sur les principaux producteurs de ressources énergétiques et en possédant en propre la première production mondiale d'hydrocarbures, les États-Unis s'assurèrent que les profits générés par cette industrie resteraient et seraient orientés vers leur pays. Inversement, en accroissant les taux d'intérêt à la fin des années 70, le système financier américain saigna à blanc les pays non alignés et les pays du bloc soviétique, qui avaient accepté des prêts considérables au début de la décennie. Non seulement ces pays durent rembourser leurs dettes à des taux très élevés, mais ils furent durablement privés de capitaux pour leur développement. Voici le Minotaure de la métaphore, un immense système de recyclage des surplus économiques finançant l'hégémonie américaine. Historiquement, un empire qui faisait face à des déficits chroniques finissait par s'effondrer. C'est là tout le génie de ce mécanisme contre-intuitif. Plus les déficits s'accroissent, plus la puissance et la vitalité du capitalisme mondial s'accroissent. Cependant, Nixon et Paul Volcker n'avaient pas prévu la financiarisation extrême de l'économie. Dès les années 70 et 80, les dollars qui arrivaient aux États-Unis, et il en arrivait presque 5 milliards tous les jours, étaient recyclés par les banques et les sociétés d'investissement à travers ce qu'on appelle l'effet de levier. Concrètement, si on vous prête cet argent à un taux d'intérêt faible, vous pouvez à votre tour le prêter à nouveau, mais à un taux plus élevé, empochant ainsi la différence. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier, ce qui permet à partir d'un seul dollar d'en créer quasiment une centaine, puis un millier, et pourquoi pas un million. Ce mécanisme est évidemment hautement spéculatif et il ne fut permis que parce qu'à partir des années Reagan, la croissance des inégalités donna un pouvoir de plus en plus important aux milliardaires et champions de la bourse. En transformant leur pouvoir économique en pouvoir politique, en pratiquant le lobbying et une forme subtile de corruption et d'influence sur les institutions américaines, les plus riches et les banques optèrent un démantèlement progressif de la régulation financière. Un phénomène qui s'accéléra et triompha avec la dissolution du Glass-Steagall Act, la loi qui séparait les activités de dépôt et d'investissement pour les banques. Le Minotaure était gavé, et se gavait toujours plus, bénéficiant à un petit nombre d'opérateurs dans une perspective de court terme et au détriment du bien-être de l'humanité. Mais il avait l'avantage de recycler les surplus de l'offre pour les transformer en demande avec une relative efficacité, quoique pour des conséquences humaines désastreuses et un niveau d'inégalité sans précédent. En pleine orgie, le Minotaure allait bientôt connaître sa propre fin.
This is going to be one of the watershed days in financial markets history. It was a manic Monday in the financial markets. The Dow tumbled more than 500 points after two pillars of the street tumbled over the weekend. Lehman Brothers, a 158-year-old firm, filed for bankruptcy. So in just 6 months, 3 of the 5 biggest independent firms on Wall Street have now disappeared. Bear Stearns, which collapsed last spring, Lehman Brothers, and Merrill Lynch. Treasury Secretary Henry Paulson tried to reassure investors today. The American people can remain confident in the soundness and the resilience of our financial system. This is the 5th time we've seen this movie. And you sit on the edge of your seat and you yell at whichever character it is, don't go into that woodshed. But they keep going in. Le Minotaur était désormais blessé, voire mourant. Tout le secteur bancaire et financier était sur le point de s'effondrer. Les déficits budgétaires et commerciaux continuèrent à se creuser alors que le flot de capitaux qui venait nourrir le secteur privé de la bête diminuait considérablement. Les dettes passées restaient, mais le manque de flux entrants ne rendait plus soutenables les déficits. Le stock de capital possédé par les non-résidents aux États-Unis avait diminué de presque 56% de ce qu'il aurait dû être sans la crise. La demande américaine n'est aussi plus capable d'absorber les exportations des pays en surplus. En effet, leur balance commerciale s'est relativement améliorée sur le marché des biens, ce qui signifie qu'ils importent moins de produits venant des pays en surplus. Si l'on est revenu aujourd'hui au niveau de 2008, en dynamique, la situation aurait dû être bien différente, pour aller avec une augmentation de la croissance dans les pays surplus. Normalement, le niveau de déficit américain aurait dû augmenter bien plus qu'il n'est aujourd'hui. Les non-résidents américains ont cessé de prêter de l'argent également aux entreprises américaines et sont devenus plutôt emprunteurs. Le budget US, lui, a continué à être financé en grande partie par l'achat de bons du trésor par des résidents étrangers durant la crise. L'argent cherchait un refuge presque entièrement dans le déficit public américain et sa quasi-totale sécurité à des taux très bas. Cependant, il s'est complètement écroulé après la crise. Pour compenser cet effondrement de la demande de dette américaine et la baisse des capitaux privés, le gouvernement de Barack Obama était complètement impuissant face aux élections de 2010, qui l'empêchait d'agir via une politique budgétaire. Et de toute façon, le secteur bancaire s'empressa de neutraliser tout effort sérieux de régulation pour retourner à ses activités spéculatives. Le seul moyen de sauver le système à court terme était via la politique monétaire de la Fed, la Réserve fédérale américaine. Et comme les États-Unis étaient désespérés, ils procédèrent à du quantitative easing dans les années 2010. Beaucoup de quantitative easing, 3 fois et sur un volume d'environ 3,2 milliards de dollars. Comme on l'a vu, l'immense majorité des programmes de quantitative easing a été captée par les marchés financiers, ce qui n'a pas généré d'inflation et a à peine stoppé la déflation. Cet exercice de quantitative easing maintenu en vie artificielle le Minotaur, mais son mécanisme de recyclage des surplus est désormais en partie cassé. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour nous. Concrètement, ça veut dire que l'économie américaine est en déficit sans recevoir suffisamment d'investissements et de capitaux pour compenser son agonie. Si en plus on réalise que ce sont les 1% les plus riches qui en ramassent presque tous les morceaux, cela veut dire que l'hégémon américain est à 2 doigts de l'explosion. Pour ne rien arranger, la politique menée par Donald Trump cherche à réduire le déficit commercial américain à coup de guerre commerciale et de taxes, comme les politiciens de 1929 qui ont provoqué la Grande Dépression, sans comprendre que si les Américains n'absorbent plus les surplus chinois et allemands, ces deux économies pourraient elles aussi entrer en crise déflationniste, se trouvant face à l'impossibilité de trouver des débouchés pour leurs produits industriels. Ensuite, Trump et ses amis de Wall Street cherchent à maintenir des taux d'intérêt bas, ce qui est formidable, parce que cela signifie que l'argent est gratuit, mais qui a aussi tendance à faire fuir les capitaux. De manière générale, le problème que souligne le Minotaur global, c'est que tout le monde veut être un pays en surplus, et que les pays en déficit sont maintenus la tête sous l'eau par les pays en surplus qui ne veulent pas qu'ils deviennent eux aussi des pays en surplus. La théorie libérale voudrait que les investisseurs utilisent leurs excédents pour investir ailleurs et développer les zones les plus pauvres, sauf qu'en réalité ils se concentrent surtout sur l'épargne et la spéculation à court terme, comme si le monde était sur le point de s'effondrer. Pour reprendre un exemple assez connu, c'est un peu comme si Henry Ford produisait des voitures, mais décidait de compresser les coûts salariaux de ses ouvriers, en espérant qu'ils pourront les acheter avec peut-être l'aide alimentaire du gouvernement.
Personne ne peut acheter les voitures et donc Henry Ford risque de faire faillite si le socialisme pour les riches ou une opération de quantitative easing ne vient pas le sauver. La leçon du Minotaure global est donc que tant qu'il n'y aura pas un mécanisme de redistribution des surplus à l'échelle mondiale, nous risquons à tout moment d'être entraînés dans une nouvelle crise. Une crise de surproduction et, par écho, une crise de déflation. Pour imaginer les effets de la déflation, pas besoin de trop se creuser la tête, regardez les images d'archives de 1929 et les effets de celle-ci dans les années 30 sur les économies développées. Voilà, c'est tout pour le Minotaure global. J'espère que cette présentation du travail de Yanis Varoufakis vous aura intéressé. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, éventuellement de mettre un like si vous avez apprécié la vidéo. Je vous dis à très bientôt sur Res Publica Universalis.